Bonjour à toutes et à tous. On va commencer donc pour cette nouvelle épisode du webinaire gestion de crise. Donc aujourd'hui, focalisé sur la communication de crise cyber et notamment les bonnes pratiques liées à la communication de crise. On arrive bientôt à la fin de notre cycle de webinaire. On terminera la semaine prochaine sur la reconstruction, la sortie de crise et les étapes clés sur le sujet. Euh, pour terminer ce cycle. Vous pouvez, grâce au travail d'Adam, retrouver tous les webinaires passés sur la chaîne YouTube d'Intrinsèque et également les différents livres blancs grâce au QR code qui nous fournit et qu'on intègre à la fin de chaque slide. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de revoir certains webinaires, ils sont tous disponibles sur YouTube. Et le livre blanc qui approfondit et qui vous fournit des outils par rapport à ce qu'on présente pendant les webinaires. Donc aujourd'hui, sur la communication de crise, on va commencer par les bonnes pratiques générales sur la communication de crise. Tout d'abord, dès qu'on va avoir activé la cellule de crise et la cellule de communication, la cellule de crise communication, il va être nécessaire d'organiser une veille des réseaux sociaux et de la presse, de manière à identifier au plus vite, au plus tôt, tout emballement médiatique. Ça va passer par, notamment sur Twitter, la veille de certains comptes spécialisés, Sax, Valérie Marchive, le MagIT, etc. Euh, D'aller veiller aussi vos médias spécialisés par rapport à vos secteurs d'activité. Souvent, ils vont être plus vite au courant que de la presse mainstream, parce qu'ils ont un peu leurs sources et qu'ils vont savoir que votre activité, elle est à l'arrêt. On va également vous conseiller de suspendre les posts programmés. Attention aux pubs, aux messages marketing qui peuvent diluer les messages de com de crise et qui peuvent aussi avoir l'effet inverse. Je vous donne un exemple. Par exemple, un groupe d'aviation assez connu met à disposition ses avions pour faire des NORIA pendant le Covid de personnes de réanimation. Et jusqu'au dernier moment, juste avant que la presse rentre dans l'avion pour filmer les patients Covid, etc., vous aviez des gros stickers avec marqué «Content de vous revoir» juste au-dessus des patients Covid. Ça fait mauvais genre. Là, c'est le même but. On fait attention à ce qu'on publie et au message marketing qui, si ça se trouve, on a prévu 6 mois avant. On fait attention à ça et on le regarde et on le suspend pendant la crise. On va donner des instructions de communication à la direction, aux élus, aux employés également. On va également s'assurer de n'avoir qu'une seule voix. On va accorder les communications en interne, vers les partenaires, vers la presse, tout simplement pour montrer qu'on maîtrise ce qu'on dit, pour qu'on maîtrise ce qu'on fait derrière. Parce que si en interne, on dit A, qu'en externe, on dit B, sauf que ce qui s'est dit en interne, ça finit par sortir, etc., bah là, vous avez une image de non-maîtrise de la situation, parce qu'au final, les gens ont 10 sons de cloche différents. On ne cache pas les faits, on est transparent et on communique rapidement sur le sujet. Combien de fois on a pu voir des entreprises sur des cyberattaques qui disent en raison d'un problème technique, nos services sont indisponibles ou en raison d'un bug informatique. Le cas d'une cyberattaque, ce n'est pas un bug informatique, ce n'est pas un problème technique, c'est une cyberattaque. De toute manière, ça va finir par se savoir. Soit parce que l'interne va finir par parler, soit parce que l'attaquant va revendiquer l'attaque sur son site web. On a pu voir aussi des attaquants qui contactaient des rédactions de journaux spécialisés, etc. Donc ça va finir par se savoir. Plus on va cacher les faits, plus ça va être compliqué de démentir derrière. Et pareil, ça va montrer une image de j'ai essayé de me cacher parce que je ne maîtrise pas la situation. On va également répondre avec honnêteté. On va présenter des excuses sincères qui sont liées aux perturbations de service. On reverra un peu les sujets, des éléments de langage derrière. Et c'est important de rester honnête et de présenter donc des excuses par rapport aux désagréments que peuvent subir nos clients. Attention, on ne cache pas les faits, on est transparent, on est honnête, mais on ne dit pas tout non plus. On maîtrise l'équilibre entre ce qu'on va dire, les éléments de langage qu'on va sortir, et l'ensemble des faits qu'on va avoir, de manière à ne pas se tirer une balle dans le pied non plus. On va toujours s'assurer de communiquer des faits avérés, en accord donc avec la cellule de crise, le DSI, le RSSI, les cellules techniques, la cellule com, etc.
tout ce qu'on annonce, on l'a vérifié avant. On fait un vrai travail de renseignement, un vrai travail journalistique de vérification de la source, de vérification de l'information. On va pouvoir aussi corriger les fausses informations qui sont publiées par des internautes, et notamment par certains médias, qui vont pas faire le travail jusqu'au bout et qui vont pouvoir dire ah bah l'attaque elle est passée par telle vulnérabilité parce que j'ai vu telle vulnérabilité sur Shodan. Non, monsieur le journaliste, ça n'a rien à voir. L'attaque elle est passée par tel endroit qui est en train d'être vu par les investigations, on a mis en place les actions nécessaires, etc. De manière à s'aider dans la communication interne, externe et vers les partenaires, dans l'idéal, une foire aux questions, une FAQ, on va mettre toutes les questions les plus courantes ou les plus évidentes, ainsi que des réponses qui sont déjà prévalidées par la cellule stratégique. Et on va mettre régulièrement à jour cette foire aux questions par rapport aux questions qui vont revenir. Le but de cette foire aux questions, c'est d'avoir des éléments de réponse qui sont déjà pré-identifiés, pré-validés, et donc ça va nous faciliter la communication. Cette foire aux questions, vous pouvez même la créer dès maintenant, avec les questions les plus courantes qui peuvent vous venir en tête. Par exemple, en interne, quand est-ce que je vais être payé? Est-ce que j'ai un risque sur la box que j'ai à la maison? En externe, est-ce que mes données personnelles elles sont impactées? Etc., etc. Le but, c'est de valider tous ces éléments par toute la cellule de crise. Comme ça, on a différents points de vue. Pareil, on est sûr d'avoir des faits avérés. On va définir, avant de communiquer un peu, on va définir la communication. Déjà, on va se renseigner sur notre cible et on va réfléchir à la cible de notre communication. Est-ce que c'est des cibles internes, les collaborateurs, les prestataires en régie, une cible externe qui va être plutôt mature en cybersécurité. Certains prestataires, partenaires, fournisseurs ou clients B2B sont très matures en cybersécurité et qui vont vous demander du coup des éléments assez matures, des éléments de langage assez matures en termes de cyber. Le grand public et la presse. Pourquoi on va définir ces cibles en amont? Tout simplement que ces cibles, elles vont nous permettre de comprendre les attentes de chacune de ces cibles et donc d'avoir les éléments de langage et le niveau de langage adapté à chacune de ces cibles. Pareil, ce travail de cartographie des cibles de communication, il peut être fait en amont de la crise. Voici un peu les grands attendus des cibles, des grandes catégories de cibles qu'on a vues juste avant. Donc en interne, souvent, ce qu'on va avoir, hein, on va demander des informations sur la paye, des informations rassurantes sur la survie métier. Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le travail? Est-ce que je suis au chômage technique, etc. Des informations sur la fuite des données à caractère personnel. Des informations sur le risque lié à leur système d'information propre chez eux à la maison. Est-ce que la console ou le PC de mon enfant risque d'avoir des problèmes parce que j'étais en télétravail et donc mon PC était à la maison? En interne, on va aussi se servir de la communication pour passer des consignes. Ne saturez pas le support IT, on sait que ça ne marche pas. Faites telle chose, faites telle chose. Et également, on va leur donner des points de contact, suivant les différents éléments. Point de contact métier, point de contact RH, point de contact IT. Pour les externes matures en cybersécurité, souvent ils vont attendre des éléments d'investigation. Pourquoi ils vous demandent des éléments d'investigation? C'est pas juste par curiosité. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'ils viennent chez eux. Et donc, ils vont vous protéger en intégrant des marqueurs, donc les indicateurs de compromission notamment, dans leurs antivirus, dans leur console de sécurité, dans les EDR, etc. Ils vont essayer de vous demander des informations sur l'attaquant, s'il y a une fuite de données qui peut les impacter, quel est l'état de l'impact métier par rapport à eux, par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir. Si vous avez fait des déclarations CNIL, des déclarations auprès de l'ANSSI ou des autorités de régulation si vous y êtes soumis, si vous avez déposé plainte. Pourquoi ils vont vous demander ça? C'est que si, pour une raison X ou Y, l'attaquant se latéralise chez eux, si l'attaquant vient chez eux, en fait, ils vont pouvoir se raccrocher sur les mêmes procédures. Ils vont également vous demander l'application de plans de renforcement de la sécurité, pour pas que ça vous réarrive. Et donc, vous demandez quelles sont les mesures que vous allez mettre en place, ou que vous avez mises en place. Et également, ils vont vous demander des propositions et des points de contact, de continuer à les tenir informés,
de continuer à leur fournir des éléments. Et que s'ils ont une question, bah, et puis qui ils peuvent contacter pour avoir réponse à leurs questions. Souvent, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que souvent, ces partenaires, surtout quand ils ont des liens d'interconnexion avec vos systèmes d'information, ils vont totalement se couper tant qu'ils n'ont pas la réponse à ces questions. Donc, ils vont couper les flux, ça va être des flux VPN ou des flux techniques purs, mais souvent aussi, ils vont également blacklister vos adresses mail tant qu'ils n'ont pas la réponse à leurs questions. Et là, ça devient problématique parce que souvent, ils vont vous envoyer des mails, mais vous ne pourrez pas répondre à leurs mails. D'un point de vue grand public, souvent, les attentes, ça va être des risques sur leurs données à caractère personnel et sur le détail de la fuite. De plus, hein, ça c'est une obligation réglementaire. Hein, vous êtes obligé, si jamais il y a de la fuite de données à caractère personnel ou s'il y a un risque grave sur les données à caractère personnel, bah, de notifier les personnes qui sont victimes de cette fuite de données. Pareil, les fuites d'identifiants mot de passe, les rétablissements de service. Quand est-ce qu'on va pouvoir remettre en place le service? Les recommandations qu'on va pouvoir leur faire. Un exemple, hein, fuite d'identifiant mot de passe. Bah, monsieur le client, changez vos mots de passe si vous réutilisez le même mot de passe ailleurs. Et pareil, un point de contact. Souvent, sur du grand public, on va monter des numéros verts ou des adresses mail génériques. Sur la presse, elle a besoin d'avoir des informations fiables, vérifiées. Elle a besoin de raconter une jolie histoire. Et donc, pour ça, on va lui fournir un communiqué de presse rapidement. Un journaliste, c'est feignant. Et donc, si vous lui fournissez un communiqué de presse, la plupart du temps, il va reprendre votre communiqué de presse, copier, coller, reformuler, et c'est réglé, vous avez l'article. Au contraire, si on ne lui fournit pas ces éléments, bah là, il va devoir travailler un peu et souvent, bah, il va meubler. Et puis, il va trouver des informations que vous ne maîtriserez pas. Et donc, votre communication ne sera plus maîtrisée et ça va être beaucoup plus compliqué d'aller rattraper ça derrière. Pareil, au niveau des cellules communication, hein, on va identifier un point de contact presse qui souvent est déjà identifié pour les gestions de crise hors IT. Pareil, hein, c'est ce qu'on a vu la dernière fois sur les environnements. Dans l'idéal, on cartographie nos différentes rédactions et les journalistes avec qui on a des contacts. Juste pour avoir déjà les numéros de téléphone, les adresses mail, pour soit donner de l'info en off, soit envoyer les communiqués. Je vous rassure, hein, l'info off qu'ont tous les journalistes, c'est une info qui vient toujours des cellules de crise, et c'est une information qu'on fait exprès de faire fuiter pour justement orienter un peu les journalistes et leur demander de pousser des informations qui nous arrangent. Les éléments de langage. Donc, les éléments de langage, hein, c'est le fond de la com. Un élément de langage, c'est pas quelque chose qui est déjà préécrit. Ils ne doivent pas fondamentalement varier entre les différents types de com. Hein. On va prioriser les éléments de communication dans l'ordre de notre communication et réfléchir à la perception des éléments de langage. Je vous prends un exemple. Bah, monsieur le salarié, je vous mets au chômage technique. Oui, bah, en fait, avant de lui dire ça, on va peut-être lui dire, bah, on comprend que la situation, elle est compliquée. Là, actuellement, bah, on va s'arranger à ce que vous soyez payé. On met tout en place, tout ce qui est nécessaire pour vous garantir bah, le meilleur confort dans l'entreprise, malgré les problématiques qu'on a. Mais néanmoins, on n'a pas le choix, on vous met au chômage technique. Et donc, ça va passer un petit peu. Dans toute communication, dans tout élément de langage, hein, on va essayer d'avoir les éléments suivants, ce qu'on appelle le facet, où à partir du moment où on va avoir de la perte humaine, ça va être le cafet, on va passer la compassion en premier. Donc le facet. Dans les éléments de langage, on va avoir des faits vérifiés, les actions qu'on va mettre en place, de la compassion, de l'engagement, quelles sont les futures actions que je vais mettre en place, et de la transparence. À partir du moment où on a tous ces éléments de langage, alors, tous ces éléments dans les éléments de langage, alors on va avoir une communication de crise qui va être plutôt correcte et qualitative et qui va être compliqué de venir nous reprocher. Donc, une fois qu'on a identifié ces différents éléments, on va préparer et mettre en forme la communication.
Donc déjà, on va adapter le niveau de langage et de détail à la cible. Du grand public, on va pas parler trop technique. Attention, à un profil plutôt technique, on va pas lui parler pas du tout technique. Hein, on va vraiment adapter à notre cible les éléments de langage. Néanmoins, le fond ne bouge pas, juste la forme. On va adapter également la forme aux médias utilisés. Si vous utilisez LinkedIn, Facebook, Instagram dans vos communications institutionnelles et que vous souhaitez communiquer sur ces réseaux, on va pas faire un long texte, mais on va plutôt essayer d'avoir des visuels percutants avec juste les éléments clés. On va faire relire et valider la communication par l'ensemble de la cellule de crise. Le but, c'est d'avoir une pluralité de points de vue. La pluralité de points de vue, elle va permettre d'éviter les biais cognitifs. Elle va permettre d'avoir des perceptions différentes des mots et de la communication. Et ça va dépendre de plein d'éléments. Ça va dépendre de son éducation. Ça va dépendre de son vécu et de son adhérence par rapport à la crise. Et pareil, ça va permettre de vérifier que tout le monde a la même compréhension de la situation et que tout le monde a les mêmes faits. Derrière, il va falloir diffuser la communication. Et là, ça devient un peu compliqué. En interne, il va falloir prévoir des moyens de communication interne hors du système d'information. Des grandes affiches, des panneaux d'affichage, des tableaux blancs, des panneaux à messages variables qui ne sont pas liés au système d'information, notamment pour transmettre les consignes. Il va falloir faire attention à ne pas perdre ses identifiants de réseaux sociaux. Je donne un exemple. TV5 Monde, pendant ses cyberattaques, s'est fait détourner ses comptes Twitter également. Il n'avait plus la main sur ses comptes Twitter. Donc, il faut vraiment avoir une attention particulière sur la gestion des identifiants et l'identification sur les différents réseaux sociaux. Et pareil, avoir pré-identifié des contacts auprès des rédactions journalistiques. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois une remarque sur la cible externe mature est effectivement spécifique, mais les externes non matures ne seront pas forcément satisfaits de la com grand public ou presse. Tout à fait. On revient sur ce qu'on disait. On identifie des cibles, et suivant les cibles, on met les éléments qui vont en face. Hein, ce qu'on vous a donné n'est pas forcément exhaustif. Mais on commence par cartographier la cible, et par rapport aux différentes cibles qu'on a, eh ben, on va faire le travail de cartographie des éléments nécessaires à la cible. Très bien, bah, écoutez, on vous propose donc, comme à notre habitude, de pouvoir télécharger donc, le volume 5 sur la communication de crise. Vous aurez dedans certains modèles de communiquer. Pareil, ce sont des modèles types totalement adaptés à votre situation. Ne reprenez pas les modèles en les copiant, en faisant des cop-colls et en changeant juste les fixes-ni par le nom de votre entreprise. Ça ne marche pas et c'est le meilleur moyen pour aller au carton. C'est juste pour vous donner des idées et des exemples.